Bonsoir à tous, c'est Mister X et cette infoscopie. La France libre parle à la France libre, la France de la résistance parle à la France de la résistance, la France non vaccinée parle à la France non vaccinée. C'est Infoscopie, l'émission de ceux qui ne sont pas assez savants pour raisonner de travers. Et je reçois ce soir Monsieur Claude Janvier. Monsieur Janvier, bonsoir, pour ces deux livres, L'État profond français et puis Les démasqués, l'État profond mondial. Alors Monsieur Janvier, vous pourriez peut-être montrer les deux livres à l'antenne, à nos Eh bien téléspectateurs. déjà, merci pour l'invitation. Bonsoir à toutes et à tous. Et voilà les deux livres. Alors, je vais tâcher de ne pas mettre mes gros doigts qui sont sur les couvertures. Hop, voilà. Donc, à ma droite, les démasqués qui dirigent réellement le monde, l'oligarchie financière mondiale apatride et ses tentacules et comment elle fait donc pour gouverner toute la planète entière. Et L'État profond français, coécrit avec un ami François Lagarde, K-Édition toujours pour les deux livres, et là qui démontre effectivement quels sont les rouages de l'État profond français et pourquoi. En fait, l'État profond mondial et le subordonné, l'État profond français. Alors, Monsieur Janvier, vous êtes un résistant. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que notre générique vous a plu. Oui, absolument. Voilà. Absolument. Alors, Le chant des partisans, ça fait longtemps que je ne l'avais pas entendu. voilà, mais ça a été tourné dans le village à côté, ici. Ah, très bien. Voilà. Très bien. Alors, Belle foi, beau simplement, tournage. une dernière chose, ces deux livres, où est-ce qu'on peut se les procurer? Alors, vous pouvez les commander donc chez K-Édition, chez mon éditeur. Sinon, vous pouvez les commander Fnac, Amazon. C'est toujours un peu difficile pour moi de dire Fnac et Amazon, mais bon, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, malheureusement, on en passe beaucoup par là. Vous pouvez le commander chez n'importe quel libraire, en sachant que là, effectivement, il y a un délai. Et en sachant que des fois, tous les libraires ne jouent pas forcément le jeu. Le jeu. Mais bon, le jeu. Voilà, le jeu. Alors, l'État profond français. Alors, qu'est-ce que l'État profond selon vous et qu'est-ce qui vous a donné envie d'enquêter sur l'État profond? Déjà, moi, j'aime bien enquêter sur ce qu'on ne voit pas, sur ce qu'on nous dissimule, parce qu'en réalité, on nous dissimule tellement de choses qu'au bout d'un moment, si on veut les véritables informations, il faut quand même vraiment creuser. Et donc, l'État profond français, déjà, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'au-delà d'Emmanuel Macron, qui est visible, lui, et de la première dame, entre guillemets, de France, Brigitte Macron, eh bien, nous avons donc les ministres et tout ce petit monde est très visible puisqu'ils sont sous les feux de la rampe. Alors, en réalité, un État profond, c'est tout ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, c'est la haute administration publique et la haute sphère du privé. Alors, je vais ajouter quelque chose très vite. Tous les pays ont un État profond, puisque tous les pays ont une haute administration publique et une haute sphère privée. Après, le problème, c'est la bonne question plutôt, c'est est-ce que l'État profond va dans le sens du bien-être du peuple, de la population et de son pays en général, ou est-ce que l'État profond va dans l'autre sens, c'est-à-dire est en train de détruire à petit feu une nation. Et donc, le cas de la France, force est de constater que l'État profond français, il ne va pas dans le sens du peuple, du tout, du bien-être. Il faut détruire la fille aînée de l'Église. Il faut détruire la fille aînée de l'Église, on est bien d'accord. Hein? Voilà. Alors, donc cet État profond, il se décline comment? Ce sont des clubs fermés, ce sont des sociétés secrètes, ce sont... éclairez. Alors, il y a plusieurs choses déjà. Bon, déjà, il y a des clubs secrets franco-français, notamment le Cercle Turgot, l'Institut Montaigne, le fameux club du siècle, le think tank Terra Nova, voilà, j'en cite quelques-uns, il y en a d'autres, mais ça, on peut dire, c'est les 4 principaux. Sous forme de dîner, en général, 1 fois, 2 fois par an, tout le petit monde, parce que c'est un petit monde quand même, de la haute sphère publique et de la haute sphère privée se rencontrent.
et se montrent éventuellement leurs dernières acquisitions en matière de voitures, ça c'est une chose, mais surtout ils vont décider effectivement de comment ils vont faire pour continuer à rester au pouvoir. Et donc ils se repassent les postes et ils se repassent les fonctions et surtout ils se repassent et bien évidemment tous les avantages qui vont avec. Alors, Voilà, il y a donc pas de ça, séparation des pouvoirs là-dedans, hein. Il y a des juges, des aucun. journalistes, des politiques. Il y a pas de séparation des pouvoirs là-dedans, il faut bien le dire à nos téléspectateurs. Voilà, il y a, voilà, effectivement. Alors, le problème, c'est la collusion entre, alors, ça, c'est le côté cercle discret-secret. Après, le problème, c'est la collusion entre la haute sphère publique et la haute sphère du privé. Et là, c'est-à-dire que quand quelqu'un de la haute sphère publique veut passer dans la haute sphère privée, on appelle ça du pantouflage. Ouais. Et quand quelqu'un de la haute sphère privée veut passer dans la haute sphère publique, on appelle ça du rétro-pantouflage. Pantouflage, ça signifie bien ce que ça veut dire. C'est des pantoufles. Si on garde bien les pieds au chaud, on garde bien le portefeuille bien garni, etc., etc. Donc, on se repasse un peu les avantages et surtout, on fait en sorte, je parle de toute cette haute caste, en fait, on se garde bien de tout lâcher et surtout de s'en aller. C'est pour ça que de temps en temps, il y en a un qui sert de fusible et quelques années après, il réapparaît. Voilà. C'est toujours assez intéressant. Alors, un exemple peut-être de comment ça fonctionne, parce que Oui, c'est il très, faut oui, quand même oui, rester un absolument. peu factuel avec des exemples. Voilà. Je vais prendre un exemple simple. Prenons la privatisation des autoroutes en France, qui a été donc conduite par Dominique de Villepin à l'époque. Et donc, nous avions des autoroutes en France nationalisées, et tout d'un coup, Dominique de Villepin en fait cadeau à des sociétés privées. Donc déjà, on peut se poser légitimement la question, pourquoi pourquoi priver l'État de ressources quand même énormes, parce que les péages d'autoroute, ça représente quand même des sommes phénoménales. Donc déjà, ça c'est la première question. La seconde, donc pour en faire profiter, on peut imaginer une réponse, pour en faire profiter des amis qui sont dans des sociétés privées. Donc déjà, collusion publique-privée, parce qu'en fait, les autoroutes ont été vendues à Vinci, etc., etc. Mais là où ça pose de plus un énorme problème en réalité, c'est que par 3 fois, les sociétés autoroutières, donc privatisées, ont demandé à l'État des plans de relance par 3 fois. Donc, on a une société privée qui, selon elle, ne fait pas assez de bénéfices pour pouvoir financer des travaux et demande une aide substantielle à l'État. C'est la miséricorde privée. Le dernier plan de relance a été fait sous la gouvernance de Madame Elisabeth Borne. Donc, c'est pas si vieux que ça. Donc, c'est là où on peut se poser légitimement des questions. On peut se dire, mais attention, comment des sociétés privées peuvent-elles oser demander à un État de finalement payer leurs travaux avec l'argent des contribuables? Parce que c'est de cela dont il s'agit. Et par 3 fois, l'État a accepté. Moi qui ai été auto-entrepreneur toute ma vie, avec mon épouse, ça ne me serait jamais venu à l'idée de demander un plan de relance à l'État. Puis d'ailleurs, on m'aurait rironné, on m'aurait dit, vous êtes gentil, vous. allez donc faire marcher les choses et allez débrouillez-vous. Mais là, non. Donc, il y a vraiment une collusion publique-privée. Ça, c'est un exemple intéressant. Après, ce qu'on met dans notre livre, effectivement, c'est le cœur du problème en France, comme dans beaucoup de pays, c'est le ministère de l'économie et des finances. En l'occurrence, en France, c'est Bercy. Bercy, Oui. c'est quand même le cœur de la France. La France est un pays riche. Alors, j'ai toujours du mal à parler au présent maintenant, parce que je trouve qu'on est de moins en moins riche, mais bon, était un pays riche ou est un pays riche. Mais bon, toujours est-il que quand on est un pays riche, bien, on attire des convoitises de pays étrangers. Évidemment. Et notamment, nous avons attiré les convoitises des USA, puisque les USA, quand ils ont débarqué en 1917 en France, ils n'ont pas débarqué pour nous libérer, ils ont débarqué pour mettre le pied en Europe et pour piller l'Europe. Oui. Donc, c'est ce qu'ils font d'ailleurs depuis au moins 1917. Mais aujourd'hui, ils ont pignon sur rue, enfin, ils ont leur ronde serviette plutôt à Bercy.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez le cabinet BlackRock. Vous avez BlackRock, plutôt le monstruosité financière BlackRock, qui a son rond de serviette à Bercy. Vous avez le cabinet conseil McKinsey, qui d'ailleurs, on en a entendu parler il y a peu, qui a aussi son rond de serviette. Donc en réalité, il y a une ingérence donc de la haute finance oligarchique états-unienne anglo-saxonne dans Bercy. Et Bercy, c'est le cœur de la France. En réalité, comme nous continuons avec la politique d'Emmanuel Macron, politique qui s'est aggravée depuis Nicolas Sarkozy, François Hollande et maintenant Emmanuel Macron, nous continuons à servir la soupe aux Américains, donc nous continuons à donner les clés de notre pays à l'impérium US. Donc ça, c'est aussi de l'état profond. D'accord. Vous voyez un peu? Alors, oui, non, mais bien sûr, c'est tout à fait, enfin, en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui est tout à fait clair. Mais je présume aussi que, outre ces clubs fermés, je suppose aussi que la franc-maçonnerie, notamment, doit jouer un grand rôle là-dedans. Oui, la franc-maçonnerie a joué un grand rôle, mais elle en joue de moins en moins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça a pris une autre tournure. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que tous nos politiciens, depuis 2004, sont formés par le programme du Global Young Leaders, Oui, qui a été créé par Klaus Schwab. Oui, aujourd'hui, ce qui est intéressant de regarder, quand on regarde qui est passé par les Global Young Leaders, on trouve bien entendu Emmanuel Macron, on trouve Gabriel Attal, et en regardant un peu les listes de noms, d'un coup, surprise, je trouve même Marlène Schiappa. Oui. Marlène Schiappa, qui s'est fait formater le mental par le Global Young Leaders. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les politiciens sont formatés aujourd'hui par ce programme. Donc en réalité, au-delà, aujourd'hui, c'est pour ça que nous avons des politiciens qui vont tous dans la même direction, c'est-à-dire continuer à servir la soupe aux Américains, continuer à remettre les clés de la France à l'impérium US et continuer évidemment à obéir à Bruxelles. Mais Bruxelles, de toute façon, est inféodée aux États-Unis. Donc, de toute façon, on est dans une espèce de serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que tant qu'on ne sortira pas de l'Europe, c'est-à-dire de l'Europe, de la monnaie, c'est-à-dire de cette monnaie spéculative qui est l'euro, et tant qu'on ne sortira pas du joug de Bruxelles, on ne sortira pas du problème avec les États-Unis, du joug américain, et donc on continuera à s'enfoncer de plus en plus dans un désastre qui malheureusement est de plus en plus évident, quoi. Oui, c'est un énorme problème. Nous sommes, je veux dire, dans un énorme problème. Alors, justement, nous sommes dans un énorme problème. Quel remède? Quelle solution? Comment lutter contre ces clubs fermés qui font la loi, qui font la pluie et le beau temps? Et surtout, beaucoup de gens posent la question, comment le faire, nous, enfin, à notre niveau? Je pense que déjà, vous et moi, on le fait puisqu'on le dénonce, puisqu'on en parle. Donc déjà, déjà on le fait. On le fait à notre niveau. Après tout, il vaut mieux le faire même à n'importe quel niveau que de ne pas le faire du tout. Donc pour moi, c'est déjà un premier point. Après, le problème, c'est que la politique en France est quasiment vérolée. C'est-à-dire que ça soit de l'extrême dite droite à l'extrême dite de gauche, en passant par tous les partis traditionnels, on se rend bien compte que tout est vérolé. Vérolé, pourquoi? Oui. Il suffit de regarder la procédure en destitution d'Emmanuel Macron lancée par la LFI, qui pour une fois, il y en a eu un parti qui a osé lancer une procédure en destitution du président, et qui ne sera pas suivi par le soi-disant parti d'opposition classé extrême droite comme le RN, parce que le RN va dire oh non, moi je ne vais pas suivre la procédure de destitution de la LFI. Mais la LFI ferait pareil si c'était le RN qui avait lancé une procédure en destitution. Donc en réalité, on se retrouve avec une opposition de pacotille, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun député aujourd'hui de n'importe quel parti qui soit qui peut se vanter d'être dans un parti d'opposition. Il n'y a pas d'opposition réelle en France, si ce n'est que de l'opposition contrôlée. Oui, en réalité, il faut savoir,
excusez-moi, les seuls partis en réalité qui s'opposent un peu à Bruxelles, à l'OTAN et à cette monnaie spéculative de l'euro restent les mouvements souverainistes. Malheureusement, les mouvements souverainistes sont pas capables de se fédérer et c'est grand dommage. Parce que pendant ce temps-là, je veux dire, toute cette politique fiction, ce grand théâtre de Guignol continue et continuera, ma foi, longtemps, si un moment, sauf si un jour, effectivement, l'économie va de pire en pire, et c'est ce qui est malheureusement en train de se passer. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut penser, effectivement, qu'à un moment donné, ces clubs fermés, dont on va détailler quelques heures après, ces clubs fermés, finalement, à la faveur d'un effondrement que vous sous-entendez, pourraient finir par perdre la main et que le peuple Ah bah, pourrait reprendre la main? oui, de toute façon, si le peuple reprend la main, alors après, attention, le peuple reprend la main, c'est toujours pareil. Moi, le peuple prend la main, j'ai toujours petite appréhension parce que le peuple prend la main, mais ça dépend par qui il sera dirigé et comment et dans quelle Oui. direction. Parce que vous savez, le peuple qui prend la main et qui commence à lyncher tout ce qui bouge, c'est pas forcément sympathique non plus. Le problème, c'est qu'il faudrait arriver à déjà un peu ce que j'ai dit, c'est-à-dire ce que je disais à l'instant, c'est-à-dire sortir de l'euro, sortir de Bruxelles et sortir de l'OTAN. Et après, le problème, c'est d'avoir des dirigeants qui, au lieu de n'être intéressés que par leur compte en banque, leur compte offshore et leur train de vie, soient plus intéressés par le bien-être du peuple et de notre pays, plutôt que par eux-mêmes. C'est pour ça qu'il faudrait presque avoir un président éclairé ou un monarque éclairé, pourquoi pas. Ou même un dictateur, entre guillemets le mot dictateur éclairé, parce qu'après tout, souvent on me dit, ouais, Vladimir Poutine, c'est un dictateur, gna 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 gna. Mais c'est un dictateur, pourquoi pourquoi ce mot d'ailleurs stupide? Parce qu'en réalité, quand on prend la Russie, simplement quand on prend les faits stricto sensu, en réalité, on peut comparer le PIB russe à l'époque de l'effondrement du mur de Berlin, qui était au ras des pâquerettes, et quand on compare, on regarde le PIB russe aujourd'hui, il n'y a pas photo. La Russie a une très belle ascension économique, un pouvoir d'achat qui a été décuplé pour chaque citoyen russe, etc. Donc il faut regarder des faits. Alors je ne dis pas que Poutine est un saint, je ne dis pas que ça sera le plus merveilleux des présidents. En attendant, il essaye d'aller dans le sens du bien-être du peuple et dans le sens du bien-être de son pays. Voilà. Alors, Chose que Emmanuel Macron, lui, il va dans l'autre sens. C'est-à-dire, il est en train de tout détricoter, il est en train de tout privatiser et il est en train de nous ruiner. est-ce que vous pensez que ces clubs très fermés veulent la guerre avec la Russie? Que l'État profond veut la guerre avec la Russie? Alors, on rentre dans un autre domaine, et on en parle un peu dans notre livre d'ailleurs, c'est du financement des guerres. Qui finance les guerres en réalité? C'est toujours pareil. Qui est actionnaire des usines d'armement? Eh bien, on retrouve BlackRock, on retrouve Vanguard, on retrouve les grandes sociétés. Et le complexe, il ne faut quand même pas oublier que le complexe militaro-industriel français est quand même le deuxième complexe militaro-industriel au monde. C'est-à-dire que la France est passée en 2024, le deuxième producteur et de vente d'armes au monde, juste derrière les États-Unis, quand même. Donc, c'est un cercle vicieux, parce que qu'en fait, quand Emmanuel Macron annonce qu'il va donner 30 milliards à l'Ukraine, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 20 milliards qui vont rester en France pour faire tourner les usines d'armement, et il y a 10 milliards qui vont partir en Ukraine dans la poche de Zelensky et de son gouvernement félon. C'est d'ailleurs en plus l'Ukraine. Vous savez que le nombre de voitures de luxe qui ont été vendues le plus, ça me fait rire mais ça ne devrait pas, en 2023-2024, ce sont les Ukrainiens qui ont acheté le plus de voitures de luxe au monde. Oh, intéressant. Ils n'ont pas sorti l'argent de poche. Ouais, moi, il l'idée. Il y a un Ukrainien, il a mis 4,5 millions d'euros pour s'acheter une Bugatti. C'est intéressant. Donc, effectivement, ces clubs secrets discrets, le problème, il y a les complexes militaro-industriels à faire tourner. Mais les USA ont exactement le même fonctionnement. Quand ils annoncent qu'ils envoient 100 milliards à l'Ukraine, il y en a 90 qui restent
sur le territoire américain pour faire tourner le complexe militaro-industriel américain, et 10 milliards qui vont partir, encore une fois, dans la poche de Zelensky et de ses ministres corrompus. On en est là. Hein. Oui, oui. Mais donc, ces clubs fermés veulent une guerre et veulent sacrifier les peuples à ce dont vous venez de parler. Absolument. C'est-à-dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que malheureusement, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, ou n'arrivent pas à appréhender plutôt, c'est qu'une majorité de gens aspirent à vivre en paix et aspirent à vivre en paix avec ses voisins et, je veux dire, n'a aucune intention belliqueuse. Le problème, c'est qu'il y a une minorité existante, et ça, malheureusement, de tout temps et de toutes époques, je dirais, il y a eu des minorités qui ont eu envie de guerroyer pour des motifs ou sanguinaires ou de cupidité, ou les deux à la fois, et de piller. Et le problème, c'est que c'est toujours une minorité de gens qui va entraîner une majorité de gens à se taper dessus. Et d'ailleurs, Paul Valéry, en 1936, je crois, ou 38, a effectivement écrit un très beau chapitre là-dessus. Il a dit, voilà, les guerres sont faites majoritairement par des gens qui ne se connaissent pas et qui s'entretuent, au profit d'une minorité de gens qui se connaissent très bien et qui ne s'entretuent jamais. C'est exactement ça. Hein. Le problème, c'est que pas beaucoup de gens arrivent à appréhender réellement qu'il y a des gens qui veulent détruire les autres. Et malheureusement, la minorité de psychopathes que nous avons au pouvoir en France, mais aussi aux États-Unis, en Angleterre, et d'ailleurs malheureusement dans beaucoup de pays occidentaux, beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre que ces gens-là ne veulent pas le bien du peuple. Ils ont un mépris viscéral envers le peuple, et ils ne sont axés qu'à une chose, c'est à accroître leurs finances et à détruire une bonne partie de la population tout en contrôlant le reste. Et le problème réel, il est là. Il est vraiment là. Et c'est un point qu'il faut vraiment comprendre. C'est-à-dire qu'il y a une majorité de gens, ce sont des malades mentaux. Une minorité de gens, pardon, qui nous dirigent, ce sont des malades mentaux. C'est pas parce qu'ils ont un costume 3 pièces et qui sont instruits, qui vont dans le sens du positif et de la construction. Non, ce sont des psychopathes qui vont dans le sens de la destruction. Ça, c'est un point qu'il faut comprendre. Autre question intéressante, ces clubs fermés, le siècle, etc., qui les finance, eux? D'où viennent leurs ressources? Eh ben, les cotisations des membres, et puis vous savez, bon. Exclusivement les cotisations des membres? Exclusivement les cotisations des membres? Bah, écoutez, honnêtement, à part les cotisations, bon, après, il peut y avoir des échanges intéressants, mais enfin, déjà, les tickets d'entrée sont quand même chers. Hein. Alors, le ticket d'entrée du Club du siècle, je ne le connais pas, honnêtement. Mais en revanche, quand on regarde le ticket d'entrée du Forum de Davos, il faut avoir les moyens. Hein. Oui, oui, c'est-à-dire ça. C'est plusieurs millions. Oui, voilà. Donc, bon. Après, il y a des sociétés. Il ne faut quand même pas oublier que dans le siècle, vous avez il y a aussi tous les grands patrons du CAC 40, il y a les grands patrons de presse, il y a de l'argent quand même en jeu. Il y a aussi, voilà, bon, il y a une espèce d'interaction. Voilà. Et alors, ces clubs. Il y a du détournement de fonds publics aussi. Voilà, bon, c'est là que je voulais en venir. C'est là que je voulais en venir. Parce que quand même, ces clubs, vous avez cité un certain nombre de ces clubs, vous avez parlé du Forum économique mondial, mais au fond, est-ce que vous avez pu identifier l'autorité de l'ombre qui chapeaute tout ce réseau, qui chapeaute tous ces clubs? Parce qu'ils doivent être quand même fédérés. Ils n'opèrent pas chacun dans leur coin. Ah ben non, mais ça c'est sûr. Après, il n'y a pas, je pense, une autorité en la matière. Il y a l'autorité, si, il y a l'autorité du grand capital. Hein. On en revient toujours pareil. Quand vous pesez comme Bernard Arnault, 250 milliards, je ne sais plus combien il pèse, il est le 3e dans le classement Forbes, vous commencez à peser réellement sur l'État français. C'est vrai que là, on est dans un microcosme financier, mais comme d'habitude, ce sont ceux qui pèsent le plus lourd au niveau finance qui en fait dirigent de facto le pays.
Comme disait Napoléon, la main qui donne est toujours, pour une fois, il y a une bonne citation de Napoléon, la main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Oui, oui. Mais je crois qu'il faut que nos téléspectateurs se rendent bien compte que face à ces clubs-là, face à ces réseaux-là, finalement, une élection, ça pèse pas grand-chose. Vous êtes d'accord? Non, on est d'accord. Ça change rien. Les élections, ça Voilà, change que dalle. voilà, 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 voilà. Ça ne change strictement Alors, rien, une élection. Vous savez, on prend les mêmes, on recommence, on les agite. Il y a beaucoup d'agitation. Là où il y a beaucoup d'agitation autour de on est en Michel train de le voir Barnier. actuellement. On est en train de le voir actuellement. Bon. Honnêtement, bon bref. Ce n'est que de l'agitation. C'est du théâtre. Hein. Si vous voulez, ça mobilise l'attention de la majorité des gens qui, en fait, se disent « Ah bah oui, l'autre fois, avec mon épouse, on déjeune dans un petit restaurant en terrasse et tout d'un coup, j'entendais, il y avait 4 jeunes à côté de nous. Alors, ils se disaient « Ah, Gabriel Attal, oui, c'était bien, un Premier ministre, il était jeune. » Alors maintenant, on a un vieux, c'est Barnier, il a 73 ans. Bon, est-ce que le plus vieux va faire aussi bien que le plus jeune? Bon, bah, ils en étaient là de leur échange, quoi. Bon, bref, sans commentaire. Alors, est-ce que, c'est une question qui revient, est-ce que dans, dans tous ces clubs fermés, vous en avez identifié un dont la préoccupation principale serait la santé et la pharmaceutique? Ah ben il y a le Dolder Club, mais lui il est pas uniquement français. Lui il est mondial, c'est-à-dire que le Dolder Club a été créé dans les années 70 déjà par tous les grands PDG de tous les grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux. Pourquoi le nom de Dolder? C'est parce qu'en fait la première réunion a eu lieu à l'hôtel Palace à Zurich, qui s'appelle le Palace Dolder. Donc le club a pris le nom du palace. Et en fait, ces gens se réunissent alors secrètement parce qu'on n'arrive vraiment pas à avoir d'infos tous les 4 ans à peu près. Et comme ils vont se montrer, comme je le disais tout à l'heure, leur dernière Lamborghini, ça c'est évident. Mais de l'autre côté, ils décident vraiment du plan sanitaire pour la planète, avec au-dessus bien entendu l'OMS. Mais comme l'OMS est de toute façon financée aux 2 tiers par Bill Gates, vous avez compris le problème. C'est-à-dire que Bill Gates Ouais. a la mainmise de l'OMS, donc automatiquement l'OMS a la mainmise sur les laboratoires pharmaceutiques, et de toute façon, qui sont actionnaires des laboratoires pharmaceutiques? Eh bien, on retrouve BlackRock, Vanguard, State Street, etc., etc. Donc, de toute façon, tout ça, c'est pareil. C'est le serpent qui se mord la queue. Mais en réalité, oui, ça, c'est le Dolder Club. Ça, c'est vraiment le domaine de la santé. Ouais, oui, absolument. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a reçu, en 2018, il y avait une réunion du Dolder. Il les a reçus, Emmanuel Macron, à l'Élysée, et il les a reçus de mémoire, je crois, en 2022, une nouvelle fois, à la sortie de la crise, la fameuse crise, entre guillemets, sanitaire. Oui, non, mais comme par hasard. Et Comme par on n'a hasard. pas réussi, oui, comme par hasard, mais on réussit vraiment pas à savoir ce qui s'y trame, parce que évidemment tout se fait à portable, téléphone portable fermé, carte SIM enlevée, etc. Donc en fait, il n'y a rien qui filtre, rien ne Ouais. filtre. À part le fait, un jour, quand même, un journaliste de l'AFP, qui pour une fois a fait son boulot, en 2018, qui avait réussi à savoir qui était présent au dîner avec Emmanuel Macron, donc du Dolder Club. Et il y avait effectivement Pfizer, le PDG de Pfizer, il y avait celui de mémoire de Moderna, il y avait un grand PDG d'un labo japonais, etc., etc. Vous savez que Donc là, on est dans le Dolder. vous savez que le Pardon? labo en vogue, je disais que le labo en vogue actuellement, c'est Nordic Mmh. Bavarian qui a la particularité de Mmh. fabriquer le seul vaccin contre la variole du singe. Et dans les Oui. actionnaires, il faut une habilitation pour avoir les actionnaires, vous y retrouvez BlackRock, McKinsey, Rothschild et compagnie. Ils sont tous actionnaires. Et Nordic, le labo que vous venez de citer, s'était spécialisé aussi dans un brûleur de graisse qui s'appelle l'Ozempic. J'avais fait un billet d'humeur là-dessus il y a 2 ans à peu près. Et avec justement ce médicament qui est un coupe-faim, donc un brûle-graisse, un coupe-faim, avait d'énormes effets secondaires. Mais le labo avait lancé donc comment on appelle ça, ceux qui vendent sur les réseaux sociaux, là, des influenceurs, voilà, c'est ça. Ils avaient fait toute une campagne avec des influenceurs pour vendre leurs produits. Chose qui a fait renacler un peu quand même certaines associations.
Ah, mais c'est une vraie mafia, hein, les laboratoires pharmaceutiques, c'est une énorme mafia, hein, vraiment. Ah ben oui, Mais on qui en a la dépend, preuve tous les jours. voilà. Mais qui dépend de la grande finance internationale. C'est toujours pareil, hein, quand on enquête ou quand on investigue, il faut toujours se tourner où va l'argent, à qui ça profite, à qui profite le Voilà. crime, en fait. Voilà. Il faut toujours enquêter dans cette direction-là. Sinon, on se plante. Si on ne suit pas l'argent, on a des chances, on a des chances de se planter dans les enquêtes. Alors, on pourrait peut-être détailler donc, pour nos téléspectateurs, là on est à peu près à mi-émission, donc on pourrait peut-être, faire une espèce de revue de détail de ces clubs, vous les avez évoqués au début, d'accord? C'est la question Et centrale. oh, Je sens que c'est la question centrale. voilà, ça les intéresse beaucoup, ça les intéresse Ah ouais. beaucoup. Donc est-ce que vous pouvez faire une petite revue de détail de chaque club? Éventuellement connaître qui, éventuellement, en serait membre? Et puis, voilà les finalités, Alors, de tête, je vais vous dire, de tête et de mémoire, honnêtement, je n'ai pas tous les noms en tête de tous les membres de tous les non, quatre mais les clubs. plus En significatifs, les plus revanche, significatifs. les plus significatifs, vous avez en France Claude Bébéard, vous avez eu Henri de Castries, vous avez eu, comment il Oui, s'appelle, ceux-là, oui. machin là, Max, je me rappelle plus là. Bon bref, mais en fait ils sont, oui voilà, c'est toutes les têtes d'affiche en fait qui même sont assez âgés, mais qui sont toujours présents. Et c'est vrai que Bébéard de Castries, Thierry de Montbrial, voilà, je cherchais, etc. Marc Ladret de la Carrière, voilà, ça y est, je suis en train de chercher son nom, celui-là. Enfin bref, on retrouve toujours les mêmes et on les retrouve dans le siècle, on les retrouve dans l'Institut Montaigne, etc. Mais je vais vous donner un exemple, puisque nos auditrices et auditeurs sont très intéressés par les clubs dits secrets discrets. Je vais donner un exemple que l'on cite dans notre livre pour bien montrer aussi l'influence que peut avoir certaines personnes dans ces clubs. On a pris un exemple dans notre livre, mon ami François Lagarde et moi, d'un effectivement d'un grand administrateur de l'État qui n'était pas connu du grand public et qui s'appelle, parce qu'il est toujours en vie, Renaud Denoy de Saint-Marc. Renaud Denoy Oui, de Saint-Marc, oui, donc grande famille aristocratique française, a été secrétaire donc général de l'Élysée dans les années 95-96. Il a démarré sa carrière à peu près, sa grande carrière à peu près à ce moment-là. Donc, quand on est secrétaire général de l'Élysée, attention, c'est l'un des plus hauts postes qu'un haut fonctionnaire d'État peut avoir. Bon. Mais moi, ce qui nous a paru assez étonnant avec mon ami François, c'est que quand on regarde tous les postes que ce monsieur a eu, il a des postes, donc il commence donc secrétaire général de l'Élysée, et avec des dates qui se juxtaposent, on le retrouve président du CEA, du Commissariat à l'énergie atomique, on le retrouve président de l'Académie des sciences politiques, on le retrouve président de la Fédération de chasse en France, qui est un énorme lobby, hein, faut pas croire, hein, la Fédération de chasseurs en France est un énorme lobby. On le retrouve à des postes comme ça différents, donc avec des dates qui se chevauchent. Et on le retrouve aussi pendant 3 ans, 2 ou 3 ans, membre du Club du siècle, directeur du Club du siècle. C'est intéressant. CQFD. Ça veut dire Ouais, voilà, on se retrouve avec un haut fonctionnaire d'État, intelligent. Je ne veux pas faire une insulte à son intelligence et à son bagage intellectuel. C'est sûr, c'est un monsieur qui a certainement beaucoup étudié. Mais déjà, ça appelle, quand on arrive à chevaucher une vingtaine de postes, tout au long d'une belle carrière bien remplie, moi, la question qu'on s'est posée avec mon ami François, c'est comment un haut fonctionnaire, aussi brillant soit-il, peut-il gérer une vingtaine de postes différents et les assumer correctement? C'est impossible. C'est-à-dire, aussi brillant qu'on soit, on peut assumer pleinement un poste, 2 postes, je veux bien, 3 postes maximum, mais au bout d'un moment, c'est pas possible d'en administrer 20. Ce qui veut dire que ça, c'est de l'état profond. Ça veut dire qu'au lieu de céder la place à une autre personne, Renaud Denoy de Saint-Marc, on lui offrait les postes, il les prenait. Tout en ne les gérant pas. Bien évidemment, il en gérait 1 ou 2, mais il n'en gérait pas 20. Donc, mais en revanche, vous avez les salaires qui vont avec,
vous avez le train de vie qui va avec, vous avez les avantages qui vont avec. Donc ça, c'est l'État profond. Et comme par hasard, on retrouve ce monsieur au club du siècle. Donc, Oui. c'est quand même intéressant. Voilà. Et donc, effectivement, ça montre bien l'influence de hauts personnages de l'État, mais qui ne se voient pas. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron a fait le ménage, c'est-à-dire que toute cette arrière-garde, parce que Renaud Denoy de Saint-Marc, maintenant, il est à la retraite, il a, je pense, un peu plus de 85 ans, Ouais. mais il a fait le ménage, c'est-à-dire que Emmanuel Macron a mis les jeunes loups et les jeunes louves dans l'ombre, dans la haute sphère publique. Et c'est si vrai qu'en 2023, le seul corps d'administrateurs de l'État qui était encore indépendant et qui tenait encore un peu la route, je veux parler ici du corps diplomatique, a été supprimé par Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron, par un discours qui restera célèbre parce que là, au niveau du Quai d'Orsay, parce que tous les fonctionnaires du Quai d'Orsay en ont pris plein la tête, il a dit, voilà, de toute façon, vous avez deux choix, ou vous rejoignez le pot commun des administrateurs de l'État, ou alors vous sortez parce que de toute façon, il n'y aura plus de corps diplomatique, tout va être intégré dans les hauts fonctionnaires de l'État. Mais ce qui veut dire qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron peut placer un ambassadeur dans un pays sans que la personne ait été formée par une école du corps diplomatique. Voilà. Et effectivement, et c'est là le problème. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un Stéphane Séjourné oui, qui alors là, manifestement n'a pas... Ah ben c'est le comble, mais qui manifestement, je vais faire un jeu de mots peut-être un peu vaseux, mais qui manifestement n'a pas assez séjourné dans les facultés, puisqu'il parle à peine le français. J'ai écouté un jour une de ses interviews, je dis mais c'est pas vrai. Il est ministre au Quai d'Orsay et le gars, il parle même pas bien le français. Et là, il est postulant, je crois, pour aller à Bruxelles. Je veux dire, on rêve quand même, quoi. Mais c'est maintenant, mais on cauchemarde, hein. Alors moi, il y a quelque chose qui me... Oui, allez-y, oui, poursuivez. Non, il y a quelque chose qui me... Oui, bon, ben allez-y, poursuivez, je poserai ma question après. D'accord. Par exemple, aussi une collusion entre le public et le privé. Il y a beaucoup de gens qui se sont demandé comment un parfait inconnu qui s'appelle Emmanuel Macron, qui était ministre à l'époque de l'économie et des finances, donc à Bercy, sous François Hollande, comment ce parfait inconnu du grand public, puisqu'en fait Emmanuel Macron était un parfait inconnu du grand public, a pu se retrouver à la tête de l'État, et pour 2 quinquennats en plus. Ben, la réponse, c'est pareil, c'est collusion entre le public et le privé. Il y a eu un casting qui a été fait pour choisir Emmanuel Macron. Il a été choisi et il a été piloté derrière et financé par une agence de marketing et de publicité privée qui s'appelle Still & Holt, qui a été créée par un certain Sylvain Faure, qui était un des amis d'Emmanuel Macron. Et c'est cette agence Still & Holt qui lui a obtenu à Emmanuel Macron plus de 8000 articles de presse pour la campagne présidentielle en 2017, 8000 articles de presse écrite, sans compter les interviews de télé et les interviews radio. Ce qui veut dire que cette agence privée, en fait, a fait élire une personnalité de l'administration publique à la tête de l'État. Donc, collusion. Et le pédigré de ce Sylvain Faure? Le pédigré de ce Sylvain Faure, c'est un homme assez influent. Ça a été un des conseillers d'Emmanuel Macron avant, effectivement, qu'il se présente, qu'il soit propulsé plutôt à la tête de l'État. Il a géré toute la communication d'Emmanuel Macron, etc., etc. Alors moi, ce qui me frappe, vous avez cité le cas de Renaud Denoy de Saint-Marc, dont un oncle commandant avait participé au putsch d'Alger d'ailleurs. Voilà, secrétaire général de l'Élysée qui est directeur du siècle. Moi, ce qui me gêne énormément, c'est, mais voilà un club qui a accès à tous nos secrets d'État. Parce que la passerelle, elle se fait. Pas me raconter d'histoire. Absolument. Mais bien sûr. Ces clubs, alors voilà, c'est ça, vous confirmez, ces clubs ont accès à tous nos secrets d'État. Bien sûr.
À partir du moment où vous avez tous les hauts fonctionnaires d'État, où vous avez toute la haute sphère privée, et vous avez des ministres, et vous avez tous les grands patrons de presse, bah, automatiquement, il n'y a plus de secret d'État, puisqu'il y a une collusion publique-privée et que tout le monde s'échange des informations, bien évidemment. Donc, autrement dit, des secrets d'État, au niveau de sa haute sphère publique-privée, ben ce sont des secrets de polichinelle, pour eux. Voilà. Pour nous, ah bah nous, effectivement, il faut enquêter. Ça, il faut enquêter derrière pour mettre à jour, effectivement, les réelles informations. Mais ce sont des secrets bien gardés. Après, il ne faut pas s'étonner qu'ils soient tous copains comme cochons, hein, pour employer une expression bien française. Oui, mais alors, ça, hein. il suffirait à une puissance étrangère de mettre un agent dans ces clubs sans avoir besoin d'en faire plus. Absolument. Bah, c'est le cas de McKinsey. Hein. McKinsey. Vous mettez McKinsey plus BlackRock. Larry Fink, il ne faut pas oublier que le PDG de BlackRock a été reçu quand même quelques fois par Emmanuel Macron. Hein. Et il l'a pas reçu juste pour échanger une coupette et un toast de foie gras. Il l'a reçu à Bercy, etc. Il ne faut pas oublier qu'Emmanuel Macron aussi est issu quand même de la banque Rothschild. Oui. Laquelle banque Rothschild quand même n'est pas une banque tout à fait anonyme au niveau en France quand même, puisqu'il y a quand même une correspondance intéressante entre 1973, Georges Pompidou, et la loi dite de Rothschild, puisque Georges Pompidou à l'époque avait été passé aussi chez Rothschild. Et en 73, on a eu cette loi tout à fait inique, qui en fait était que l'État allait devoir emprunter à la Banque de France pour émettre la monnaie. Alors qu'avant 73, l'État pouvait emprunter à la Banque de France avec un taux d'intérêt quasiment à zéro. Et depuis cette loi dite de Rothschild, d'ailleurs, bah, l'État français emprunte, mais avec des taux d'intérêt de plus en plus forts. Alors, il y a une correspondance, c'est drôle quand même. 73, Georges Pompidou, Rothschild, et on se retrouve en 2017, Emmanuel Macron, Rothschild. C'est intéressant quand même. Ouais. Oui, tout à fait. D'ailleurs, enfin bon. L'anagramme de Macron, c'est monarque. Pardon, l'anagramme de Macron, c'est monarque. Hein, voilà. C'est vrai. Donc effectivement, mais effectivement, ça laisse effectivement. Vous parliez de Larry Fink tout à l'heure. Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il était le propriétaire des Tours Jumelles à New York. Oui, c'est vrai. Oui, ça m'avait. Oui, c'est vrai. Et que 15 jours avant le 11 septembre 2001, il les a fait assurer pour je ne sais plus combien de milliards de dollars. Comme par hasard. Oh, qu'est-ce que le hasard fait bien les choses quand même. Voilà, non, mais vous comprenez. Et il y en a beaucoup qui sont pas venus travailler ce jour-là, sauf ceux qui malheureusement n'ont pas été prévenus et ceux-là ont été sacrifiés. Voilà. Une abomination, d'ailleurs. Eh bien, écoutez, monsieur Janvier, tout ça est extrêmement intéressant. On va remontrer une dernière fois, parce qu'on arrive en fin d'émission, là, vos deux livres. Déjà, et le temps passait à une vitesse folle. Ah, mais quand on écoute monsieur Janvier, c'est tellement passionnant qu'on ne voit pas le temps passer. C'est donc, gentil l'État à vous. profond français et les démasqués. Les démasqués, j'aimerais bien lire si vous en avez un exemplaire, parce que moi, j'ai lu l'État profond français. Je vais m'arranger, vous inquiétez pas. Qu'on peut trouver chez votre éditeur ou sur Amazon, Fnac, etc. Amazon, la Fnac, chez l'éditeur et puis n'importe quelle librairie, mais les délais en librairie sont un peu plus longs. Mais bon, si vous êtes bien ami avec un petit libraire de chez vous, vous pouvez. C'est bien, c'est bien de faire travailler les libraires. Non, mais de toute façon, voilà, mais les téléspectateurs peuvent envoyer un mail à Agora TV, on redonnera par mail comment on peut se procurer vos livres. Et donc, monsieur Janvier, on va vous laisser continuer. J'espère qu'il y aura un 3e tome, alors. Hein, il y en a, de toute façon. Alors, une petite info quand même. En janvier 2025, nous avons, parce que mon ami Jean-Louis Zambert et moi-même, nous sortons un 3e livre ensemble qui sort donc en janvier, qui sera édité chez comment il s'appelle déjà, Jean-Cyril Godefroy, aux éditions Godefroy, et qui s'appelle L'Abandon français.
Et là, Ah, c'est l'abandon de la culture française, l'abandon de la francophonie, l'invasion de la sous-culture américaine, la destruction donc de tout ce qui a fait la grandeur de la France et la soumission de la France évidemment à l'impérium US. On va se faire des amis encore. alors là, Sorti en janvier 2025. voilà, on le redira le moment venu. Vous viendrez bien sûr avec plaisir nous le présenter. Je profite que ceux que l'abandon français intéresse peuvent lire aussi avec beaucoup de profit le livre de Maître Virginie de Haro-Yorikia qui s'appelle La France sacrifiée. Absolument. Excellent, Absolument. excellent travail de Virginie de Haro-Yorikia. Je profite par association d'idées pour vous rappeler que le jeudi 26 septembre à 19h, donc jeudi, il y aura une émission la deuxième émission de soutien à maître Rainer Fulmich, puisque vous savez qu'il est Ah oui, emprisonné injustement en je sais. Allemagne. Voilà. Et donc sur Agora TV, on fait régulièrement des émissions de soutien à laquelle d'ailleurs vous pouvez participer, Monsieur Janvier, si vous le souhaitez, hein, parce qu'on n'est jamais assez Oui, pour soutenir, oui, bien sûr. Ah, Rainer mais de toute Fulmich. façon, Donc, il on a vous mon enverra le soutien lien. inconditionnel, ouais. Il a mon soutien inconditionnel, Rainer Fulmich. Mais je l'avais Donc, interviewé il y oui, a 2 ans de cela. Ouais. Et c'est vraiment très sympathique. Bon, il y avait une traductrice parce que l'allemand, c'est pas une langue que je maîtrise. Et puis les téléspectateurs en France non plus, mais c'était très intéressant. Et il a voilà, mon soutien total. Ouais, absolument. parfait. Eh bien, cette émission arrive à son terme. Donc, jeudi 26 pour Rainer Fulmich et vendredi 27, Infoscopie, bien sûr. Je vous conseille de continuer à nous suivre. Et puis, ben, un grand merci, Monsieur Janvier. Bien, Voilà. merci à vous pour l'invitation. Et puis, écoutez, avec plaisir, c'est quand vous voulez. Et merci à D'accord. toutes et à tous d'avoir suivi cette émission. Ah, mais nos téléspectateurs, on a un certain nombre de milliers de téléspectateurs qui sont fidèles et qui ne ratent pas nos émissions.